Ok les frérots, juste petite intro, Tristan c'est un crack, il m'a fait gagner des milliers d'euros, il est bouillant en vente, vous avez beaucoup à apprendre de lui. S'il répète des trucs que j'ai dit, écoutez les subtilités, c'est différent, ça n'a rien à voir. Voilà, il y a différentes manières de closer, avec différentes personnalités. Tristan va vous apporter beaucoup, il est bon sur plein de choses, il ose, il a pas mal ce côté challenge, il ose challenger les gens, il est bon aussi dans l'empathie, il a une excellente écoute, Tristan, vous l'avez peut-être vu dans le séminaire. Voilà, c'est une intervention qui ne va pas durer 1000 heures. Soyez focus, c'est environ 15 minutes. On va voir combien exactement. Environ 15. Cours efficace. Confiance en toi. Lâche-toi, prends du plaisir. Let's go. T'es filmé, c'est cool, ce sera bien pour toi aussi. Donc, Parfait. Ok, bah, du coup, ça va être court, impactant, parce que j'aime ça. Donc, déjà, ici, qui veut être riche? Levez la main. Ok. Donc, la majorité des gens, sauf Dali ici présent, veulent être riches. Parfait, parce que moi, je vais être pété de thunes à ne plus savoir quoi en foutre, hein, je vais être honnête avec vous. Du coup, le but de la conférence, ça va être vraiment de parler cash. Comment est-ce qu'on fait pour faire du cash? Donc, Yann, ici présent, a beaucoup parlé de vente, de closing. Et du coup, on va aborder ce sujet-là. Mais avant ça, j'aimerais parler d'un truc qui me tient encore plus à cœur, qui est la combativité. Parce que c'est ce qui me définit le plus, encore plus que la vente et le closing, du coup. Je vais commencer par mon histoire un petit peu, donc d'où je viens et pourquoi est-ce que je vous parle de combativité. En fait, j'ai eu de 0 à 18 ans, j'ai eu une enfance absolument normale, voilà, c'est-à-dire rien de fou, pas de grosses dingueries, pas extrêmement riche, pas extrêmement pauvre, lycée de base, je me suis jamais trop fait emmerder à part une phase où je me suis fait un peu harceler, mais je pense que la plupart des gens connaissent ça, il y a beaucoup de personnes qui se font harceler. Sinon, bah, globalement, ma vie, c'était quoi? Surtout au lycée, puis cette phase un petit peu d'après-lycée, 18-19 ans, c'était globalement travailler, mais ne pas trop savoir sur quoi travailler, avec l'école, les études, tous ces trucs-là. Le samedi soir ou le vendredi soir, c'était soirée. Voilà, mon unique but, c'était vraiment de pécho des meufs, je vais être honnête avec vous. Voilà, donc vraiment rien de phénoménal jusque-là. Jusqu'au moment où j'ai pris conscience, en fait, que les jeux vidéo, les meufs, les soirées, tous ces trucs-là, en fait, c'était pas ce qui allait vraiment me driver, vous voyez. C'était pas vraiment le truc qui allait faire que d'ici 20 ans, j'aurais été fier de moi. Et du coup, j'ai commencé à vraiment me développer personnellement à mort. Genre, déjà à prendre soin de mon physique, à vraiment m'axer sur la partie sport parce que j'avais vraiment besoin de me défouler. J'ai toujours eu besoin de me défouler, j'ai encore besoin de me défouler aujourd'hui. Je suis hyper actif de base. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait pour me challenger, c'est qu'une fois que j'ai terminé le lycée, je voulais absolument faire de l'entrepreneuriat. Je ne savais pas encore trop quoi. J'avais déjà testé plein de trucs entre 17 et 18 ans. J'avais fait de l'e-com, du copywriting, Fiverr, donc la rédaction d'articles de blog, tous ces trucs-là. J'avais peut-être fait 150, 200 euros sur Internet, mais c'est tout. Donc rien de fou. Et mes parents, ils captaient pas. Hein. Vraiment, ils étaient en mode mais qu'est-ce qu'il fout ce gosse? Vraiment, c'était terrible, quoi. Du coup, j'étais en mode je savais pas trop quoi faire, mais je savais que je voulais pas vraiment suivre la voie classique, pour le coup. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, là, Tristan, faut que tu requières l'aide de quelqu'un, parce que sinon, clairement, c'est la merde, en fait, je sais pas quoi faire. Donc, j'ai eu la chance de tomber sur un très bon ami à moi, qui s'appelle Arnaud, qui m'a aiguillé, qui m'a expliqué en fait que j'étais bon dans le relationnel, j'étais bon dans la vente, et qu'il fallait vraiment que je maxe là-dessus. Du coup, je commence à faire du closing. J'ai de la chance, je suis intégré dans des bonnes équipes commerciales et tout, je commence à carburer. Et en amont, j'avais bossé aussi, j'avais fait ma première expérience de travail à McDo, du coup, où j'avais bossé pendant plusieurs mois. C'était trop chiant. Voilà, vraiment, ça m'avait montré la vie. J'étais en mode, ok, bon, je sais ce que c'est le salariat et ça me fait pas kiffer. Je sais ce que c'est l'école, ça me fait pas kiffer. Donc, je me suis mis à fond dans le closing, dans la vente. Et j'ai commencé à gagner un peu, mais j'étais en train de ramer en fait, parce que j'avais pas du tout un bon entourage. J'étais uniquement dans ma famille, avec mes parents, tout ça. Et voilà, juste repas de famille, dispute, parce que forcément mes parents ils voulaient que j'aille à STAPS, du coup que je fasse donc des études de sport, parce que j'étais bon là-dedans. Et moi j'étais en mode, non en fait, j'ai autre chose à faire que ça. Et du coup, grosse dispute et tout. Jusqu'au moment où j'ai pris la décision, du coup, d'aller en Bulgarie, parce qu'il y avait plein de gens que je connaissais là-bas, du coup, qui étaient dans la même équipe commerciale que moi. Il y avait plein de commerciaux qui étaient là-bas. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est ma way out, quoi. C'est ma manière de sortir, de m'échapper un petit peu de la matrice et de pouvoir faire ce que je veux réellement faire. J'avais faim, en fait. J'avais vraiment la dalle, j'avais de grosses ambitions. Et du coup, j'étais en mode, bon, c'est le moment ou jamais, quoi. Du coup, pendant toutes les vacances d'été, j'ai rien dit à mes parents, mais j'avais déjà, tu vois, mon billet qui était réservé et tout. Et du coup, j'ai rien dit. Ma mère, elle était à fond sur le truc de STAPS et tout. Au final, dernier jour des vacances,
Dernier jour des vacances, le lendemain, c'était la rentrée pour Staps. Je me dis, bon, bah, à un moment, Tristan, va falloir parler, quoi, va falloir dire les choses. Donc, bah, je réunis mes deux parents. Et du coup, là, terrible, gros drame. Je leur dis, première fois que je vois mon père qui pleure devant moi, c'est vraiment terrible. Ça me fait quelque chose, quoi. Je pense que ça a fait un petit peu un trauma, tu vois, mon dernier trauma d'enfance, un peu, tu vois, parce que je venais juste de switcher sur l'âge adulte. Et ouais, et du coup, voilà, quand je vous en parle, ça m'émeut un peu parce que je revois la scène et tout. Et du coup, bon, je me casse en Bulgarie, je vais pas du tout à Staps au final, et je reste 3 mois là-bas, 3 mois pendant lesquels c'était absolument insane, quoi, parce que j'avais dépensé absolument, enfin quasiment toute la thune que j'avais dans le billet. Et du coup, bah, en fait, je suis allé là-bas un peu avec ma bite et mon couteau, quoi. Et voilà, du coup, Tristan, 18 ans, il a les couilles pleines. Euh, il a vraiment la dalle. Voilà, il a envie de bouffer le monde. Il a envie de faire de la thune. Et voilà, il en peut plus, quoi. Voilà. Du coup, je suis en Bulgarie. Heureusement, je tombe sur des gars vraiment sympas et tout. Du coup, il m'héberge. Je dors sur un tapis Décathlon que j'ai acheté à genre 10 balles, quoi. Et bah, du coup, voilà, mes journées, c'est quoi? Je suis dans un coworking, je passe des appels de vente toute la journée de 8h à 23h et je dors sur le tapis avec un frérot qui est à côté de moi. Et voilà, en fait, ça, c'est toutes mes journées pendant les 3 mois. Du coup, j'apprends énormément sur moi pendant ce moment-là. J'apprends sur ma capacité de résilience, à pas faire d'argent, ou en tout cas être dans la sécurité financière, quoi, au final. D'être dans un pays que je connais pas, avec des gens que je connais pas. C'était ma première coloc aussi. Du coup, voilà, il y avait un peu le sentiment, un peu ce qu'on discutait là avec Anaïs, tout ça, donc la peur de l'abandon, la peur du rejet et tout, parce que bah, à tout moment, les mecs ils pouvaient me dire, bah écoute, frérot, tu dégages de la coloc, et j'étais dans la rue à errer et je savais pas quoi faire. Heureusement, c'est pas arrivé. Donc voilà, on passe toutes nos journées à faire ça, à faire de la vente. Je sais pas si vous voyez le Loup de Wall Street, le film, mais c'est vraiment ça en fait, hein. Il y a des mecs dans tous les sens qui passent des appels, et je suis entouré constamment de ça en fait, hein, de mecs qui gèrent des objections, mais comment ça t'as besoin d'y réfléchir? Non, non, machin, enfin bref, je suis entouré de ça tout le temps. Et du coup, j'apprends énormément sur la vente, je m'introspecte, je vis en communauté, bref, c'est très cool. Et du coup, là vient le moment où je vais vous raconter ma première vente. En fait, j'étais en visio, je faisais des visios avec les gens, et je vendais du coup une formation pour, peut-être que vous le connaissez, Major, du coup sur les investissements. Et du coup, là, 18 ans et tout, et en fait, mon plus gros challenge dans les appels, c'était que j'étais hyper jeune, et qu'en vrai, ça se sentait, ça se voyait dans les visios, et du coup, la plupart du temps, c'est ce qui faisait que je closais pas, en fait. Même si je parlais bien, j'ai toujours eu un peu cette vibe où je parlais bien et tout, j'avais de l'énergie. En fait, les gars, surtout sur les investissements, j'avais des mecs qui avaient 30, des fois 40 ans devant moi, et j'étais en mode, bon, ben, je fais comment pour le closer, quoi? Sinon, je peux pas manger à la fin du mois, quoi. Du coup, bah, dès le premier mois, en fait, ça a été ma première vente, où j'ai eu ce gars-là, en fait, il avait, bah, pareil, il avait de grosses ambitions, il avait 27-28 ans, il s'appelait Étienne, et du coup, Étienne, j'ai devant moi en visio, je commence à bégayer et tout, parce que je vois il est plus vieux que moi, mais du coup, je garde mon lead, et je suis en mode, ok, il n'y a aucun autre moyen que cet appel ne se finisse pas par une vente. Et je me suis dit ça dans ma tête, et du coup, c'est là où ça a vraiment switché, en fait. Parce que j'arrivais pas encore à poser des mots dessus, mais ce que j'avais vraiment, un peu la carte que j'avais évoquée, c'était quoi? C'était la loi de l'attraction, au final. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, peut-être que je suis jeune, peut-être que le mec, il va se foutre de ma gueule, peut-être que voilà, j'avais plein de croyances, etc. Mais je m'en fous, ça va conclure par une vente, dans tous les cas. Du coup, je fais l'appel avec le gars et je fais un truc très important qui me fait penser à, bah, je peux vous le dire, c'est l'une des lois de Robert Greene, du coup, dans son livre Les 48 lois du pouvoir. Ça s'appelle Parler au cœur et aux esprits. Et en fait, ça, c'est le truc que j'aimerais vous transmettre durant cette conférence parce que c'est très lié à la vente et au closing. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les humains, en fait, ils sont drivés par quelque chose de puissant, en fait. Peu importe leur énergie, peu importe si ils n'ont pas l'air de s'intéresser à vous, s'ils ont l'air de faire autre chose, etc. En fait, tous ici, vous avez des why puissants. Des fois, vous n'arrivez peut-être pas à mettre des mots dessus ou quoi, mais on peut tous, entre guillemets, être manipulés, être influencés, parce que en fait, on désire tous quelque chose. Alors, quelque chose de différent, des fois, c'est des trucs similaires, mais on désire tous des choses. Et du coup, bah, ce que je fais, c'est que je joue beaucoup là-dessus. Je parle beaucoup des bénéfices à Étienne de la formation parce que je savais que c'était un truc quali, etc. Je l'avais moi-même regardé en amont, cette formation-là. Et du coup, j'arrive à le convaincre. 30 minutes, il paye 6K, du coup. Ma première vente, c'était 6K. Et là,
une fois que je raccroche, j'appuie sur le bouton raccrocher, juste je commence à réaliser que j'ai gagné 600 balles en 30 putains de minutes. Et là, je me dis, ok, il y a un truc à faire. Il y a clairement un truc à faire. Et j'étais en mode, bon, bah déjà, je pense que je vais pouvoir investir dans des pâtes peut-être de meilleure qualité en Bulgarie, parce qu'elles n'étaient pas ouf, hein, je vais pas mentir. Je vais peut-être investir dans des pâtes de meilleure qualité. Et j'étais en mode, bon ben voilà, je vais continuer en fait. Du coup, je continue et je passe de 0 à 500, 1000, puis j'arrive à aller chercher les 1500 € par mois avec cette activité-là en 3 mois. Et du coup, j'appelle mes parents, tout ça, je leur explique, mais ils sont en mode, qu'est-ce que tu fais en fait? C'est toujours la même chose en fait, c'est toujours le même discours qu'il y a un an, quand j'étais en train de galérer sur Fiverr et que je gagnais des 50 balles. Donc je me dis, ok, les résultats ne sont pas encore suffisants, et en fait, ce qu'il faut que j'aille chercher, parce que je sais que mes parents croient en moi, je sais que ma famille croit en moi, etc., c'est quelque chose d'autre en fait. Et ce quelque chose d'autre, c'est quoi? C'est un peu mon One Piece, tu vois. C'est ce qui me drive profondément. Et peu importe ce que les gens diront là-dessus, peu importe ce que les personnes penseront de moi ou s'ils me jugeront ou quoi, en fait, il faut que je trouve réellement quelque chose qui me stimule à fond et qui me permet de juste faire ce qui me fait le plus peur, en fait. Parce que c'était ça qui me challengeait, au final. Et dès que j'ai travaillé sur moi, dès que j'ai compris ce que c'était, donc mes ambitions, eh ben, en fait, j'ai fait tout ce qui me faisait peur. Donc le commencement, c'était la Bulgarie. Et après, bah, en fait, j'ai enchaîné, tout simplement. Si j'avais peur, par exemple, de faire des sparring, je le faisais. Donc, par exemple, il y a une histoire, mon premier sparring, c'était quoi? C'était un mec qui arrivait justement dans la coloc et tout. Et bah, en fait, le gars, il faisait, je sais plus, il faisait genre 1m90 pour 80 kilos ou 90 kilos, je sais plus. Et en fait, ils allaient organiser des combats de boxe et tout. Et ils allaient se taper dessus, quoi. Et moi, ça me terrifiait, en fait. Je me chiais dessus, tu vois. J'avais vu ça, j'avais juste fait du judo toute ma vie. Et je me racontais une histoire, en fait. Je me disais, ouais, mais c'est bon, Tristan, t'as fait du judo de 4 ans à 17 ans, ça y est, t'as pas besoin de te battre, etc. Sauf qu'en fait, je le ressentais au fond de moi que ça me terrifiait, en fait. Tu vois, ça me terrifiait de me prendre des coups et tout. Et du coup, ce que je fais, c'est que je me dis, bon, ok, je prends mon courage à deux mains et j'y vais parce que, en fait, je sens que c'est cette action-là qui va me rapprocher de mon One Piece, au final. Et du coup, je le fais, je viens devant le gars, je lui dis, bon, écoute, je te prends. Je lui dis, écoute mec, je te prends. Il m'a regardé comme ça, et moi j'étais là, j'étais comme ça, et il m'a fait, attends quoi? Il a fait, je veux que le premier combat de sparring, ça soit contre toi, et je vais t'éclater. Et genre, j'avais pas confiance en moi, mais je lui dis ça, je lui dis, je vais t'éclater. Et là, le mec, il rigole et tout, il fait, ok, bah vas-y, bah viens si tu veux. Et du coup, grosse dinguerie, je monte pour la première fois sur le ring, les rings à Sofia où il y a des gros Tchétchènes ou je sais pas quoi qui sont trop cheatés, genre ils se mettent des gros coups dans la gueule, ils tombent par terre, c'est terrible. Du coup, je monte sur le ring et tout, je me chie dessus, j'enfile les gants, et là je suis en mode bon, ok, let's go. Je viens pour mettre la première droite, le gars il évite, il m'en met une et il me démarre, il me défonce la gueule. Genre, c'est terrible, vous voyez, je me fais éclater mais salement. Et je suis en mode, waouh! À un moment, il m'en enchaîne une, je sais plus ce qu'il me met, il met un uppercut. Je tombe sur le sol comme ça. Et là, j'entends le ring, je sais plus, ils avaient mis un chrono et tout. Et là, je suis comme ça sur le sol, je me dis, waouh, mais je suis pas mort en fait. Je suis pas mort. Et là, en fait, je fouille un petit peu dans mes sensations et tout. Je me dis, mais putain, en fait, je me sens bien. je m'étais fait enchaîner de coups, quoi. Et je suis en mode, mais mec, en fait, c'est incroyable cette sensation. Je veux la ressentir tout le temps, tu vois. Et du coup, depuis ce jour-là, en fait, j'ai pas arrêté de faire tout ce qui me terrifiait au final. J'ai enchaîné. Après, bah voilà, par exemple, je sais plus, à ce moment-là, j'avais pas de copine et tout. Forcément, j'avais quitté mon ex et tout depuis que je suis parti en Bulgarie. Du coup, je me suis dit, ok, les meufs et tout, ça commence à me faire flipper. Je vais aborder. Tous les jours, gros abordage de rue. Je me prends des gros rejets, machin, déjà un copain, des trucs en bulgare et tout. Je comprenais pas des fois. Mais au moins, je le faisais, je passais à l'action. Et en fait, c'est ça que je veux vous transmettre, les gars. C'est juste que en fait, si je suis ici parmi vous, je suis pas le plus riche, je suis pas le plus grand, je suis pas le plus beau, je suis pas le plus musclé, mais je suis le mec qui a le plus la dalle, je pense. Je vous le dis vraiment droit dans les yeux, les gars, j'ai faim et je vais tous vous fumer en fait. Vous comprenez ou pas? C'est ça l'énergie que vous voulez. Voilà. Et en fait, c'est juste la combativité en fait qui est le plus important. Je veux que en fait en chacun de vous, vous réveillez un petit peu ce tigre, ce léopard, cet éléphant, j'en sais rien, on s'en bat les couilles. Vous réveillez ce truc en fait au fond de vous qui vous fait triper, qui vous fait peur. Et en fait, c'est comme ça que vous allez avancer dans la vie en fait. C'est comme ça que vous allez évoluer. J'ai jamais autant appris sur moi qu'en faisant des trucs qui me terrifiaient.
Et tout ça, ça a conduit à quoi? Ça a conduit que je me suis senti beaucoup plus en confiance en fait. J'ai appris à faire de l'argent sur Internet, j'ai appris à rencontrer des personnes de qualité qui croient en moi, alors qu'avant, ce n'était pas du tout le cas. Et au final, j'ai prouvé à mes parents quelque part que j'en avais dans le ventre, quoi. Et du coup, ils m'ont plus embêté, même s'ils n'approuvent pas spécialement ce que je fais. Ils n'ont plus jamais remis en question, en fait, ma voie et ma direction. Parce qu'en fait, ils ont compris que juste, j'avais faim, comme je vous l'ai dit, j'avais la dalle, et que j'étais prêt à tout pour arriver à mes objectifs, à mes ambitions. Ce qui est encore le cas aujourd'hui. Donc voilà, pour vous parler de ça, maintenant je pense qu'on peut switcher sur la partie vente. Donc bon, je vous fais un point rapide entre la Bulgarie et ici quand même, je pense que ça peut être sympa. Du coup, après la Bulgarie, je retourne en France, classique, environnement qui ne m'a pas tiré vers le haut. Forcément, c'est un petit peu la déprime, la dépression, tout ça. Et donc je travaille sur moi, je continue le closing et tout. Et à un moment, je suis à une phase où je me dis, bon, c'est bien de faire de la vente pour les autres, mais je peux peut-être encore apporter un petit peu plus ma pierre à l'édifice que juste faire de la vente pour les autres. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé mes premiers accompagnements sur la partie vente. Et gros flop, hein, évidemment, ça n'a pas du tout marché parce que j'avais aucune connaissance sur le marketing, sur l'acquisition, sur le fait de faire des vidéos, etc. Du coup, 18 ans et demi, je suis là en mode, bon, ok, je sais vendre, je sais parler aux gens, mais ça ne suffit pas en fait pour les ambitions, pour le One Piece que je veux atteindre. Du coup, je commence la création de contenu. Je commence à faire des vidéos YouTube, là, tout seul dans ma chambre. J'avais bien l'air d'un con, d'ailleurs, sur les premières vidéos. J'avais envie de me tarter. Du coup, je continue comme ça. Et de 18 ans et demi à 20 ans, je fais ça, en fait. Je fais que me challenger, faire des trucs qui me font peur, que ce soit passer sur des chaînes YouTube de drague de rue, faire des 100K vues comme ça, ou directement bosser sur moi, partir des fois en voyage et tout, et me challenger. Et au final, comme je vous l'ai dit, c'est ce processus-là qui m'a permis d'être la personne que je suis. Donc voilà. Maintenant, pour parler de la partie vente et de la partie closing, j'aimerais bien aborder le fait de faire des diagnostics un peu comme un médecin. Donc, comme l'a dit Yann tout à l'heure, ce qui est le plus important, l'un des trucs les plus importants en vente, c'est l'empathie, en fait. Donc, l'empathie, c'est quoi? C'est votre médecin, en fait, qui vous demande concrètement, ok, donc là, tu as mal au genou, dis-moi en plus. Comment est-ce que tu t'es fait ça? En fait, le médecin, quand il va venir vous diagnostiquer pour votre blessure, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne va pas juste s'arrêter à « Ok, tu as mal au genou, tiens un médicament ». Non. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous dire « Ok, tu as mal au genou, comment est-ce que ça arrivé concrètement ?»« Ah ok, je suis tombé, je me suis fait ça, etc. » « Ok, est-ce que tu as déjà essayé des trucs pour te soigner? » « Non, j'ai jamais essayé de trucs pour me soigner. » « Ok, est-ce que c'est déjà arrivé? » « Oui, c'est déjà arrivé à tel moment, je me suis déjà fait mal. » Bref, il va poser tout un panel de questions avant de vous préconiser quelque chose. Ok? Et en fait, c'est la même chose en vente. D'accord? Moi, je veux vraiment que vous incarniez ce médecin au final. Parce que c'est vraiment ça. Ok? C'est vous régler des problèmes toute la journée. C'est ça l'entrepreneuriat au final. Surtout dans les appels de vente, c'est vraiment essentiel d'arriver à un stade où juste vous utilisez un maximum la questiologie. Ok? C'est ce que disait Yann tout à l'heure. Poser des questions, c'est vraiment la base. Et je ne veux pas que vous closiez des mecs en vous disant « Ok, je vais lui vendre un truc et c'est tout. » Non, vous n'allez pas vendre un truc et c'est tout en fait. Vous allez vraiment changer sa vie. Vous allez régler un problème. Donc pour ça, prenez le temps de poser vraiment les questions, d'aller deep. Et en fait, c'est en allant deep que vous allez vraiment, comme disait Robert Greene, parler au cœur et aux esprits en fait. Allez deep, n'hésitez pas à poser des questions qui vous font peur un peu, vous voyez, qui vous challenge. Quand vous posez la question et que vous n'êtes pas à l'aise, c'est à ce moment-là qu'il faut la poser en fait. Les questions sur l'épargne, des questions peut-être sur sa mère, sur son père, ok, sur comment est-ce qu'il se sent concrètement dans sa vie, sur pourquoi est-ce qu'il n'est pas satisfait de sa situation. La plupart des gens en vente, même s'ils connaissent tous ces principes-là, ils restent sur la partie en surface de l'iceberg parce qu'ils n'osent pas en fait faire ça. Mais une fois que vous avez trouvé la paix avec vous-même et que vous avez votre One Piece à tous, ce que je suis convaincu, hein, vous avez tous en vous un truc qui vous pousse à faire les choses, sinon vous ne seriez pas là, en fait, ça devient beaucoup, beaucoup plus simple de poser ce genre de questions. Okay, et je veux que vous vous entraîniez à le faire. Voilà. Dans les appels, même si ça peut être un downsell, même si ce n'est pas une vente qui est importante, entraînez-vous à vraiment parler deep avec la personne. Et comme un psychiatre, en fait, comme un psychiatre, comme un psychanalyste, vous allez connaître toute sa vie, limite plus que son meilleur ami ou que sa daronne. Okay, donc voilà, ça c'est l'un des points les plus importants.
Après, on peut aussi parler d'intonation. J'ai marqué l'intonation adaptative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant votre appel de vente, concrètement, vous ne pouvez pas juste vous permettre d'être un croque-mort. J'en ai beaucoup vu dans les appels qui gardent la même intonation tout le long de l'appel. D'accord? Ok, Sébastien, ça va se passer comme ça. Est-ce que tu as déjà essayé des formations pour régler ce problème, etc. Vous ne pouvez pas juste vous permettre de parler comme ça ou d'être tout le temps énergique, en fait. Non. C'est une sorte d'équilibre à avoir. Pas un équilibre, mais plus des variations, en fait. Et je veux que votre appel de vente, ça fasse ça. Clairement. Parce que quand vous allez parler, par exemple, deep avec la personne, le but, c'est pour lui faire ressentir puissance 10 ce qu'elle va vous dire. Donc le problème, c'est se rendre compte du problème. Hein, c'est ça l'intérêt aussi du closing. D'accord? En fait, il va falloir abaisser la tonalité de la voix, parler peut-être avec une voix plus grave, et pouvoir réellement, si vous êtes en visio par exemple, la regarder droit dans les yeux. Deep. Okay? Et du coup, vous allez lui poser des questions comme ça avec cette tonalité toujours dans la lenteur. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va faire éveiller un peu les pires démons de la personne au final. Et vous ne faites pas ça juste parce que vous avez envie de faire sortir ces plus gros démons. Vous faites ça parce que vous savez très bien que dans l'appel, si vous n'êtes pas assez émotionnel avec la personne, en fait, elle ne va pas vraiment se rendre compte de ce que vous pouvez faire pour elle. C'est la vérité. Hein. Les mecs, ils seront jamais prêts à payer 1K, 1K5 ou 2K avec vous si vous ne rentrez pas dans le deep profond avec eux. Et qu'ils ne se rendent pas compte que oui, leur problème, clairement, c'est essentiel qu'ils posent 1K ou 2K sur la table. Mais la société, jusque-là, les a formatés, ou entre guillemets, ou ils sont formatés eux-mêmes, je ne sais pas, pour faire en sorte que ce soit une grosse décision. Et effectivement, ça peut être une grosse décision quand on n'a pas déjà investi en nous. Mais du coup, vous, c'est vraiment votre rôle de faire ces variations de tonalité dans la voix parce que c'est juste le plus important, en fait. Pareil, quand la personne vous parle de ses rêves, moi, je préfère ça, en fait. Hein. Je suis un mec plutôt positif de base, donc j'avoue que j'aime pas trop parler du négatif, tout ça. Je me force à le faire parce que c'est important. Mais pareil, du coup, quand vous allez être dans cette phase de visualisation, donc faire se rendre compte des objectifs de la personne, de ses ambitions, etc., hop, vous parlez avec une tonalité beaucoup plus élevée. Parce que pareil, ça va faire un x10 en fait sur le rêve de la personne. Ok, Yann, il parlait de Thaïlande pour Cédric. Ok, Cédric, peut-être que je te l'ai fait d'ailleurs dans le R1. Okay, donc là, tu es en train de me dire que tu vas partir en Thaïlande. Qu'est-ce que ça te ferait, partir en Thaïlande? Comment est-ce que tu te sentirais? Viens, on fait le replay maintenant. Ok, comment est-ce que tu te sentirais à l'idée de partir en Thaïlande? Cédric, dis-moi. Je me sentirais bien apaisé et puis surtout, j'aurais enfin accompli Ouais. un de mes objectifs. Un de tes objectifs. On va dire. Mec, c'est fou. Ok. Et concrètement, comment est-ce que tes proches te verraient? Clairement, ils me verraient encore une fois que j'ai pas lâché avant d'avoir atteint cet objectif. Donc je lâche rien et puis que je vais tout donner pour y arriver. Ok, si tu devais poser des mots dessus, là sur, ok, t'es dans une plage, en Thaïlande, t'as les pieds dans le sable, il fait chaud, t'as un cocktail dans la main, tu le bois, tu sens le goût savoureux, là, sucré du cocktail, t'entends le bruit des oiseaux, tout va bien, là, t'es sur ton transat, t'es tranquille, il y a ton petit frère à côté, il y a peut-être ta mère, je sais pas, elle est en train de nager au loin. Comment est-ce que tu te sentirais au plus profond de toi, là, maintenant? Décris-moi les sensations. En gratitude. En gratitude. Ouais, je pense que je regarderai l'horizon et puis respirer et puis putain, tu l'as fait quoi. C'est ça. Vous voyez, quand il a dit ça, à un moment, il a regardé un peu vers là-bas. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est visualisé la scène. C'est du VACOG. Ça s'appelle le VACOG. En fait, le VACOG, c'est quoi? Ça va être la capacité à faire se rendre compte à la personne, de par tous les sens, l'odorat, l'ouïe, le toucher, la vue, que, bordel, ça fait du bien. Là, par exemple, pour l'exemple de la Thaïlande, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit les pieds dans le sable. Il fait chaud. Tu as un cocktail à la main, tu le bois. Donc tout ça, c'est quoi? Ça va être le VACOG. Et c'est ultra cheaté. Et je vois très peu de gens l'utiliser en appel de vente. Très, très peu. Et là, je peux vous dire que si la personne, elle va s'imaginer la scène, elle va visualiser, elle va se mettre les pieds dans le sable, en Thaïlande, le cocktail, sa mère au loin, etc., comment vous vouliez qu'elle vous dise non à la fin pour 1500 balles? 1500 balles pour ça, c'est quoi? C'est rien. C'est rien. Vous voyez?
Voilà. Donc, déjà, voilà, diagnostic, parle au cœur, aux esprits. Ensuite, pour parler un petit peu de scarcity, scarcity c'est quoi? C'est la capacité à faire se rendre compte à la personne que c'est assez urgent, là, il va falloir se bouger le cul si elle veut qu'elle atteigne ses objectifs. Concrètement, la scarcity, c'est une forme d'urgence. Vous pouvez, dans les stories, dans les reels, etc., mettre des appels à l'action. Ok, il reste que 5 places pour tant de participants, etc. Si vraiment c'est le cas, vous pouvez faire ça. C'est une forme d'urgence. Maintenant, il y a une forme d'urgence qui est encore plus puissante que juste faire ça, nombre de places limitées. Il faut, le prix va augmenter à telle date, etc. C'est pareil, en closing, on appelle directement avec la personne, c'est sa propre scarcity à elle. Parce qu'en fait, chacun d'entre vous, on a tous une forme d'urgence, de scarcity, ok? Parce que ça revient encore une fois aux objectifs, aux rêves, aux douleurs. C'est la même chose, c'est les motivations. Du coup, l'urgence, elle est tous en nous. Et si vous arrivez dans l'appel à se rendre compte à la personne que, ok, peut-être que vous avez un nombre de places limité, mais au-delà de ça, si elle ne se bouge pas les fesses, là, maintenant, tout de suite, pour atteindre ses objectifs, en fait, elle ne le fera pas demain. Elle ne le fera pas après-demain. Et peut-être qu'elle va se rendre compte, au final, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, que sa vie n'a pas bougé d'un poil. Peut-être qu'elle a, je sais pas, que le mec, il a une femme, il a 3 labradors, il a une maison, et bordel, il a toujours son putain de problème de poids. Il va mourir à 40 ans d'un cancer de je sais pas quoi, ok? Donc voilà, c'est hyper important, en fait. Et tout ça, il faut arriver à le faire se rendre compte, encore une fois, avec la questiologie, donc avec le fait d'aller poser des questions orientées pour que la personne se rende compte d'elle-même de son propre film. Voilà, c'est vraiment ça l'intérêt. Okay, donc, typiquement, ça peut être des questions du style... donc là, Sébastien, si tu n'agis pas maintenant, là, maintenant, tout de suite, pour régler ton problème de poids, pour faire en sorte que tu sois en bonne santé, selon toi, ça va être quoi les conséquences, là, sur les prochaines années? Vous voyez, avec cette intonation, toujours, les intonations. Ok, ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça. Ok, les conséquences. Comment est-ce que tu te sentirais? Donc là, le VACOG, comment est-ce que tu te sentirais une fois que les choses n'auraient pas changé pour toi, que tu aurais toujours ce problème de poids, que tu enlèves ton t-shirt à la plage, comme tous les étés en vacances, et que tu te sens mal, au final? C'est quoi l'intérêt pour toi? Est-ce que tu as envie d'avoir cette vie-là? Non. Non, j'ai pas envie d'avoir cette vie-là. Il s'engage avec vous. Donc, engagement, cohérence. Encore une fois, donc ça, c'est pareil, c'est un biais, engagement, cohérence. Je ne sais pas si on peut appeler ça un biais. Ouais, c'est un biais. En fait, vraiment, l'intérêt, c'est de switcher en fait, entre l'engagement, cohérence, donc poser des questions, le gars s'engage avec vous, auprès de vous, dans l'appel. Et comme disait Yann tout à l'heure, c'est ce qui fait que soit dans l'appel, si vous avez bien fait votre taf, il n'y a aucune objection, soit les objections, elles pourraient être données, mais en 2-3 questions, c'est terminé en fait. C'est tout. C'est aussi simple que ça, la vente. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Parce que j'avais marqué interactif sur la feuille, parce que j'avais envie d'aborder un sujet que vous aimeriez aborder sur la partie vente. Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre, aborder sur ce sujet-là, qui est un sujet vaste? Et il y a plein de choses à apprendre dessus. Oui. Moi, ce stylo. Tu veux que je te vende ce stylo, mec? Pourquoi est-ce que tu as besoin d'un stylo? J'en ai pas besoin. Ah. Pourquoi est-ce que tu aimerais que je te vende ce stylo? Vas-y, prends-le. Peut-être qu'il peut t'aider. Pourquoi est-ce que tu veux ce stylo, mec? Je veux pas. Alors pourquoi est-ce que tu veux que je te le vende? Non, c'est toi, essaye de me le vendre alors que j'en ai pas vraiment besoin. Essaye de me le vendre, juste, c'est tout. Mais j'essaie juste d'être difficile avec toi pour voir. Ok. Qu'est-ce que tu fais, Noé, dans la vie? Je suis écrivain. T'es écrivain. Waouh. T'es une grosse dinguerie, ça. C'est difficile en fait. T'es pas très difficile, frérot. Hein. Ok, t'es écrivain. Je suis alpiniste. T'es alpiniste. D'accord. C'est quoi qui te tient à cœur dans l'alpinisme? Dis-moi. Marquer les gens, inspirer. Marquer les gens, inspirer. Ouais. Marquer les gens. Dans le mot marquer, il y a noter, marquer, noter, synonyme. Tiens, prends ce stylo. Non, ok, marquer les gens. C'est quoi les valeurs que tu veux transmettre à travers ça? La persévérance, la détermination. Ok. Et de l'ambition. Beaucoup. Et l'ambition. Ok, tu penses pas que le fait de vouloir transcender les personnes avec ces valeurs-là, ça doit passer aussi par l'écriture, du coup un art qui est hyper important, qui permet aux gens de lire, que ce soit à travers les journaux, que ce soit à travers des stories Instagram, n'importe quoi. Tu penses pas que l'écriture, ça pourrait être un bon moyen de transmettre ces valeurs?
Ça pourrait t'aider. Ok. Est-ce que tu es le genre de personne qui a comme ambition d'écrire un livre, par exemple? Peut-être plus tard, je sais pas. Peut-être plus tard. Ce stylo a été tenu par l'un des plus grands alpinistes du monde, qui s'appelle Tristan Madonia Junior 3. Et du coup, c'est un mec absolument incroyable, gros alpiniste. Et je peux te dire qu'il a monté l'Everest 18 fois dans sa vie. 18 fois, mec. Donc, il a tenu ce stylo pendant 3 secondes sur l'Everest et il s'en est servi comme pic, tu vois. Bah, il a planté le stylo comme ça, il a sorti le bleu, là, comme ça, et il s'est dit, wow, il y a je sais pas combien de mètres au-dessus de moi, là, et mec, j'arrive à me tenir avec un stylo. C'est fou, ça, quand même. Donc, ce stylo a énormément de valeur et je suis convaincu que tu pourras transcender les personnes avec les valeurs de persévérance, notamment, avec ce stylo-là, et pas un autre. Qu'est-ce que t'en penses, Noé? Tu serais prêt à l'acheter? Tu m'as convaincu. Tiens. Merci beaucoup. Ok. Il y a quelqu'un d'autre qui veut aborder un sujet ou... Moi j'aurais bien aimé, après bon là c'est pas possible, mais j'aurais bien aimé qu'un jour tu nous envoies un TR1 ou R2. Que je quoi? Que tu nous envoies un TR1 ou R2 pour qu'on puisse voir même ton process en vrai. Ok. Puis à la fin ça doit être intéressant. Bah écoute, ça fait partie de l'une de mes offres, donc... Combien? Ok. Pas de questions spécifiques ou particulières, c'est le moment, les gars. Non, c'était incroyable. Merci. Ouais, c'était vraiment génial. Vraiment, c'est trop cool. Merci beaucoup, Tristan. Merci.